Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour En Campagne, le rendez-vous que Val de Loire TV et la Nouvelle République vous proposent pour suivre la campagne des élections municipales 2026 au plus près. Le principe est simple, un candidat ou une candidate face à deux intervieweurs pour mieux connaître sa personnalité et surtout son projet pour la ville. Pour sa ville. En plateau avec moi, Luc Bourriane, directeur de la rédaction, et Alain Defaille, directeur départemental de la Nouvelle République de la Vienne. Bonjour messieurs, bienvenue à vous. Bonjour Mickaël. Et nous accueillons pour cette nouvelle émission Léonore Monconduit. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de Poitiers, les écologistes depuis 2020 et candidate à votre propre succession pour les municipales 2026. Alors vous n'êtes pas la seule à vous être déclarée pour le moment. On retrouve Anthony Brottier, par exemple, plutôt au centre-gauche, Lucille Parnaudot, centre-droit, Marie-Dolores Prost pour l'UDR. Pour ce qui est du reste de la gauche, eh bien, on n'a pas encore de candidat officiel qui ait été désigné. Avant de vous découvrir et de nous donner le sens de votre candidature et nous dévoiler votre projet pour Poitiers, quelques questions d'actualité. Et Luc, on va s'intéresser avec vous à ce qui se joue à la tête de l'État et à l'Assemblée aussi. Oui, alors l'actu du jour, c'est évidemment Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy incarcéré ce matin, Nicolas Sarkozy reçu vendredi dernier à l'Élysée par Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy bientôt visité par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je trouve que c'est le type de signaux qui n'inspire pas, qui ne contribue pas à rétablir la confiance entre les citoyennes et les citoyens et le monde politique, surtout au niveau national, et par ailleurs qui ne contribue pas forcément non plus à nourrir la confiance dans la justice. Ça entretient l'idée d'une justice qui serait pas forcément à deux vitesses, mais à deux formes, entre certaines personnes condamnées qui mériteraient plus d'égards que d'autres. Et je pense que ce n'est pas du tout le type de signaux qu'il convient d'envoyer en ce moment, où la défiance est extrêmement forte envers le personnel politique dans son ensemble. Est-ce que l'exécution provisoire n'est quand même pas un sujet, l'exécution provisoire qui prive, en l'occurrence à Nicolas Sarkozy momentanément, qui ne le prive pas, mais qui obère l'effet suspensif de son appel. Est-ce que ce n'est pas un sujet ? On sait que c'est la deuxième fois que ça arrive dans l'actualité. Marine Le Pen en a déjà fait l'objet. Vraiment, il n'est pas dans mon habitude de commenter les décisions de justice. Je réaffirme ma confiance en la décision des juges. Et si les juges ont jugé nécessaire d'avoir une exécution provisoire, eh bien, c'est que ça leur semblait nécessaire. Et il y a des centaines de personnes pour qui ça arrive en France toute l'année et pour qui il n'y a pas de traitement différent à avoir. Tout à fait, mais plus clairement, vous, en tant que politique, vous estimez pas nécessaire de revoir ce dispositif qui est effectivement un dispositif qui fait partie de l'arsenal des juges et qui l'ont utilisé en toute légalité. À ce stade, non, ça ne me semble pas une priorité. Alors, autre sujet, on parle un peu à l'Assemblée, la position nationale des écologistes, ça a été de voter la censure, ça a été d'appeler de vos voeux donc une dissolution. Est-ce que d'éventuelles législatives, cette instabilité, est-ce que ce n'est pas dangereux dans le contexte budgétaire qui est celui de la France actuellement ? Alors d'abord, dire que j'entends les citoyennes et les citoyens qui aspirent à retrouver de la stabilité et donc de la sérénité dans le paysage politique actuel qui constitue une forme de perte de repères très largement partagée, et je partage ces préoccupations. Mais en tant que maire de Poitiers, ma préoccupation première va aujourd'hui au projet complètement délétère que nous promet, à l'avenir complètement délétère que nous promet le gouvernement, notamment en ce qui concerne le projet de loi de finances 2026. Et ce que nous promet le gouvernement, c'est encore des coups de rabot énormes sur le budget des collectivités, par exemple, après déjà des efforts extrêmement conséquents demandés l'an dernier. Et donc, ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais il n'y a pas de réorientation politique nette impulsée par le gouvernement, alors que c'est le signal qui avait été envoyé par les Françaises et les Français lors des précédentes élections législatives. Et donc, c'est un signal, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, mais le jeu, quand même, l'esprit, en tout cas, de la Ve République, c'est que, pas forcément un parti, mais la coalition arrivée en tête soit appelée à gouverner. Ça fait une fois, 2 fois, 3 fois qu'Emmanuel Macron refuse d'appeler un Premier ministre issu de cette coalition. On en pense ce qu'on veut, mais c'est la gauche qui a gagné les élections en juin 2024. Et donc, cette obstination à nommer 3 fois un gouvernement qui ne correspond pas à l'aspiration populaire telle qu'exprimée dans les urnes ne peut que conduire à l'instabilité à laquelle nous sommes aujourd'hui, dont nous sommes aujourd'hui toutes et tous victimes. Et donc, j'aurais probablement fait comme mon groupe, comme le groupe écologiste, c'est-à-dire voter la censure, mais je rappelle quand même que la source de l'instabilité, de la crise que nous connaissons aujourd'hui, c'est la surdité du président de la République qui refuse de se conformer à l'esprit de la Ve République. Après, je partage votre avis, en tout cas, je m'inscris dans la continuité de votre question. Des législatives aujourd'hui seraient particulièrement dangereuses, puisqu'on voit que l'extrême droite est sur le point d'accéder aux responsabilités. Et pour revenir à ce que je disais juste avant, on a probablement un président qui serait beaucoup plus attaché
attentifs à donner des postes à responsabilité, enfin beaucoup plus ouverts en tout cas à donner des postes à responsabilité à l'extrême droite, comme ils l'ont fait récemment sur le bureau de l'Assemblée nationale par exemple, que de donner la responsabilité à la gauche. Donc le contexte me semblerait devoir... Si élection législative il y avait demain, il faudrait redoubler de mobilisation, comme nous l'avions fait en juin 2024, pour faire barrage à l'arrivée d'extrême droite au gouvernement. Et donc s'allier davantage encore, parce qu'en choisissant de voter la censure, les écologistes ont fait le choix de la mesure promue par la France Insoumise et pas par celle du Parti Socialiste. Vous, à titre personnel, c'est une inclinaison qui vous sied ? En fait, le Parti socialiste a réussi à obtenir une suspension de la réforme des retraites. Bon, c'est le point fort qu'ils avaient choisi de mettre en avant. Bon, qu'ils en soient satisfaits, c'est leur sujet. Mais en tant qu'écologiste, les groupes écologistes portaient des demandes bien plus larges, ne serait-ce que la prise en compte de l'écologie, qui n'a pas été mentionnée une seule fois dans le discours de politique générale du Premier ministre. Un autre sujet qui me semblerait, mais qui me semble éminemment répondre aux besoins sociétaux du moment, c'est la question de la justice fiscale. Je veux dire, on a un gouvernement et donc demain un projet de loi de finances qui entérine le fait que les richesses sont concentrées dans un nombre de mains de plus en plus petit. Il n'y a aucun signal qui est envoyé dans le sens de plus de justice fiscale. Il y avait la demande portée sur la taxe Zuckman, mais même au-delà de ça, aucun signal n'est envoyé dans cette direction et donc ça nourrit le sentiment d'injustice très fort qui est vraiment très présent chez nos concitoyennes et nos concitoyens. Donc, sur le papier, il n'y avait pas de raison de ne pas censurer un gouvernement qui ne correspond toujours pas aux priorités qui sont les nôtres, écologie, justice fiscale en priorité. Alors on en vient au sens de votre candidature pour Poitiers 2026. On regarde tout d'abord les résultats des différentes élections qui ont pu avoir lieu. Alors on a volontairement limité ces résultats à la ville de Poitiers. Pour les présidentielles, c'était donc Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Poitiers. Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts s'était classé en 4e position au premier tour. Au deuxième tour, Emmanuel Macron l'avait emporté. Pour les législatives 2024, Poitiers 1, c'est Lisa Bellucco de la NUPES qui l'emporte à 57-22. Poitiers 2, Sacha Houlié emporte l'élection, mais arrivé deuxième à Poitiers. Pour les municipales, vous êtes donc arrivé en tête en 2020 avec 42,83% des voix. Vous êtes élu donc depuis 2020. Que pensent les Poitevins de votre mandat, puis de votre candidature? Nous leur avons posé la question. Regardez. Voilà la photo. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Pas plus que ça. C'est Madame le maire, ou la maire, je ne sais plus. C'est Léonore Monconduit, la mairesse de Poitiers. Léonore Monconduit. Est-ce que c'est Léonore Monconduit? Maire de Poitiers, Léonore Monconduit. Oui, c'est la mairesse de Poitiers. Non. Vous connaissez pas du tout? D'accord. On conduit. La maire de Poitiers. Ouais, c'est la maire de Poitiers. Il se représente aux prochaines élections. Oui. Ouais, vous le saviez. Oui. Ouais, vous en pensez quoi? Du bien. Je suis revenu il y a 3 ans sur Poitiers et j'apprécie beaucoup de ce qu'est devenu Poitiers. C'est bien les pistes cyclables, ça je suis tout à fait d'accord. Mais bon, les travaux, là franchement, on a été servi quand même. Moi je trouve ça très bien. Ouais. Je pense même que je vais aller voter pour elle. Beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Elle a fait un gros trou côté budget dans son mandat. Et voilà. Moi j'habite dans le quartier de Bel-Air et elle a donné la parole aux habitants. Donc je fais partie d'un collectif habitants de Bel-Air où on a travaillé sur la propreté. Les déchets. Depuis qu'elle est rentrée, elle a fait pas mal de choses, mais elle ne s'est pas préoccupée du plus important, les logements insalubres et un petit peu la délinquance sur tous les quartiers de Poitiers, quoi. Moi je suis pas trop au courant Enfin je sais qu'elle est écolo, mais sinon je suis pas trop au courant de son programme et de ce qu'elle fait vraiment. Ouais. Voilà, genre je pense ça. Ouais, il y a moins de magasins, ouais. Il y a moins de magasins, ouais. Bon après c'est partout, non? C'est partout. Si elle pouvait faire une piste cyclable avenue du 8 mai, c'est mortel là-bas. Allez, un micro-trottoir réalisé par les journalistes de l'ANR de Poitiers. Léonore Monconduit, qu'est-ce que ça vous inspire ce micro-trottoir? Je suis plutôt agréablement surprise, enfin pas surprise, mais en tout cas je suis plutôt agréable. C'est un document plutôt agréable à regarder pour moi et j'ai l'impression que les Poitevines et les Poitevins que vous avez interrogés sont plutôt dans un état d'esprit
apaisé pour ce qui concerne les prochaines échéances électorales. Donc, après, les éléments qu'il pointe sont effectivement des éléments qui comptent aujourd'hui dans le débat à Poitiers. Je pense à la question du logement social, je pense à la question des déchets, de la propreté. Et donc, les retours de ces habitantes et habitants témoignent que des choses ont été mises en place, que des contacts ont eu lieu entre les habitants et la mairie. Mais ils disent aussi, et je le reconnais, que ça fait partie des pistes de progression sur lesquelles nous devons encore avancer d'ici la fin du mandat et, je l'espère, dans le mandat suivant. Du travail à faire. Alain. Alors justement, ce travail, parlons-en. 2026, vous êtes candidate. 2020, vous l'étiez également. À l'époque, vous étiez challenger de la municipalité sortante. J'imagine qu'il y a une grande différence pour vous. Alors c'est vrai que 5 ans après une élection, on ressort forcément grandi d'un mandat. Et donc il y a de la différence, j'y reviendrai plus tard. Évidemment, on est sur un bilan et donc sur des choses qui doivent non pas commencer, mais se poursuivre. Il y a des choses qui restent aussi intactes par rapport à 2020. C'est d'abord le fait que vous m'avez présenté comme une maire écologiste, mais je me permets de signaler que la majorité dont je suis à la tête à Poitiers représente bien plus largement que les écologistes. On va en parler. On va en parler. Mais je représente un mouvement qui s'appelle Poitiers Collectif, qui est soutenu par de nombreuses organisations de gauche et qui, dans le principe fondateur, c'est de redonner confiance et de redonner une place dans la politique à des citoyennes et des citoyens qui en étaient éloignés. Et ça, cette genèse, elle reste présente dans l'identité de notre mouvement aujourd'hui. Et donc cette ferveur citoyenne continue à m'animer aujourd'hui. Et puis effectivement, donc aujourd'hui, l'enjeu de cette élection, c'est donc de pouvoir... Depuis 5 ans, nous avons impulsé des transformations collectives et structurantes pour Poitiers. Après, une ville, ça se transforme en 5 ans, mais pour que ces transformations s'inscrivent dans la durée, il faut plus de temps. Et donc aujourd'hui, l'enjeu que je porte et que nous portons, c'est d'inscrire ces transformations dans la durée et d'aller encore plus loin pour faire de Poitiers une ville plus écologique, une ville plus juste socialement, une ville plus démocratique et une ville dont le développement économique et dont la dynamique générale nous permet de rayonner davantage au-delà de nos frontières. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Poitiers Collectif, effectivement, ce mouvement qui porte votre candidature et qui a fait de la participation citoyenne sa signature. Quel bilan dressez-vous de cette participation citoyenne au terme de ce premier mandat ? C'est une politique que nous avons vraiment structurée de toutes pièces, avec notamment l'une de nos premières étapes, c'était de monter une mission participation citoyenne dans notre collectivité pour nous doter des outils dont nous avions besoin pour mettre en œuvre ces ambitions. Cette politique, elle se structurait à 2 niveaux. D'abord, nous voulions ouvrir le plus largement possible la participation citoyenne dans, je dirais, l'ensemble des politiques publiques de la collectivité, systématiser en fait la question de la participation citoyenne. Et donc, nous avons fait un nombre incalculable, par exemple, de réunions publiques sur des sujets du quotidien, sur la question de la fauche tardive, sur la question de l'éclairage nocturne. On a repris des outils existants tels que les budgets participatifs pour les rendre plus structurants, avec le développement de projets interquartiers, par exemple. Donc je dirais qu'au quotidien, la participation citoyenne vit à Poitiers. Et puis nous avons eu à cœur de développer des outils nouveaux, inédits, d'aller le plus loin possible dans l'innovation démocratique. C'était d'ailleurs l'intitulé de la délégation de la première adjointe. Et nous avons développé des outils inédits en France, tels que l'Assemblée citoyenne et populaire, qui est un outil co-construit avec des habitantes et des habitants, qui a vécu 2 cycles pendant ce mandat, et qui est reconnu comme l'un des outils allant le plus loin en France en matière de codécision. Et donc nous en tirons un bilan positif du point de vue de la qualité démocratique qu'il a permis. L'espace a réellement été ouvert pour que les citoyennes et les citoyens qui le souhaitaient puissent prendre la place dans la politique publique avec la compréhension de la politique publique et à la fin le vote d'une décision relative à une problématique. Mais le point où nous devons progresser, c'est la question de la mobilisation, puisque si on veut que ces instances ne soient pas à côté des politiques, mais qu'elles soient au cœur de nos décisions en tant qu'équipe municipale, il faut que plus de gens y participent. Et donc, en gros, c'est toujours le cas. La période n'est pas propice aux mobilisations de masse, clairement. Enfin, je veux dire, personne ne peut se revendiquer de ça aujourd'hui. Donc, ces outils existent. Dans notre programme, nous proposons de les faire évoluer, justement pour les rendre plus percutants, plus courts, plus agiles, peut-être pour donner plus envie aux gens de venir. Mais pour résumer, je dirais qu'on a beaucoup travaillé sur l'offre démocratique, ouvrir de nouveaux espaces. Maintenant, il faut qu'on priorise nos efforts sur comment est-ce qu'on suscite de l'envie de participer, de la demande de démocratie, en fait. Alors, il y a un paradoxe. Vous avez ouvert donc ces espaces, mais vos élus d'opposition vous reprochent parallèlement un manque de concertation. Est-ce qu'il faut faire évoluer la gouvernance de Poitiers ? C'est pas un paradoxe, c'est le jeu d'un conseil municipal où on débat. Je pense,
Je pense pouvoir dire avec sincérité que les oppositions n'ont jamais été autant associées que nous l'avons fait aux politiques publiques. Il n'y a pas un grand projet dans lequel il n'y a pas un comité de pilotage où l'opposition est associée. Donc, encore faut-il qu'elle y participe, parce que parfois, ça n'est pas le cas. Donc, je sais que c'est un argument récurrent de la part des autres groupes du conseil municipal. Je peux affirmer qu'il y a un avant-après cette mandature quand même sur le niveau et la qualité de participation citoyenne à Poitiers. La petite musique qui court, c'est que sur cette participation citoyenne pourrait finalement masquer, permettre de faire avancer certains dossiers sans que les élus puissent réellement en débattre sur le fond. Alors, vous semblez avoir une idée derrière la tête. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une petite musique de fond. Mais tous les grands projets de ce mandat ont associé, à minima en termes d'information, les groupes de l'opposition. Donc là, je serais prête à ce que vous me citiez un dossier dans lequel ça n'aurait pas été le cas. Par contre, c'est vrai que je vous dis que les outils que nous avons créés, tels que l'Assemblée citoyenne et populaire, nous voulons que demain, ils soient moins à côté, mais qu'ils permettent aux citoyens de participer pleinement aux décisions, y compris pour les grands projets de la vie municipale. Par exemple, dans notre programme, nous proposons que la programmation pluriannuelle d'investissement, qui est une programmation qui, pendant 5 à 7 ans, permet de définir les grands projets d'investissement du mandat, qu'elle soit construite avec des citoyennes et des citoyens réunis, par exemple, dans une assemblée citoyenne et populaire repensée dans son fonctionnement. Donc, je reconnais des pistes d'amélioration, mais je suis fière de notre bilan. Alors, autre marqueur du mandat qui s'achève, c'est le fait que vous n'avez pas souhaité présider la communauté urbaine de Grand Poitiers. Est-ce que vous le regrettez ? Je ne le regrette pas du tout. Il faut quand même, je me permets de prendre un peu de recul par rapport à la situation dans laquelle nous étions en 2020. Grand Poitiers, c'est une communauté urbaine très jeune. C'est 40 communes issues d'une fusion qui datait de 2017. Donc, lorsqu'on a été élu en 2020, l'enjeu principal, c'était de renforcer le sentiment d'appartenance de ces 40 communes à Grand Poitiers, renforcer le sentiment d'appartenance, y compris démocratique, renforcer le niveau de participation démocratique dans des communes dans Grand Poitiers, et donc de consolider nos fondements. Et donc, à cette époque-là, le fait d'avoir une présidence qui ne soit pas issue de la ville de Poitiers, c'était un gage de confiance qu'il était très important de donner aux collègues des 40 autres communes. Et je peux dire que le bilan de Florence Jardin est très positif à cet égard. Aujourd'hui, on a une bien meilleure participation. Et on peut entendre que ça va changer en 2026. C'est pas ce que je dis à ce stade, mais en tout cas, puisque la question qui m'était posée, c'était regrettez-vous ce choix ? Pas du tout. Et pour 2026 ? Pour 2026, alors Florence Jardin a annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Et donc l'enjeu, si le bilan est positif sur ce mandat-là, c'est parce qu'il y avait une étroite coordination, une excellente entente entre les deux têtes, Poitiers et Grand Poitiers. Et donc le fait que notre système fonctionne aussi bien avec une administration commune, avec quelque chose de très intégré, ça repose éminemment sur le fait que les deux têtes s'entendent. Et donc pour répondre à votre question, est-ce que la situation va changer ? La priorité pour moi, c'est d'assurer à tout prix la cohésion entre Poitiers et Grand Poitiers, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas défusionner notre administration, ce serait catastrophique en termes de moyens pour le territoire. Et donc, que ce soit la même personne, ça pourrait... C'est une option. Mais le mandat a montré que deux têtes peuvent aussi très bien s'entendre et maintenir cette cohésion qui est indispensable entre Poitiers et Grand Poitiers. Attention, ça ne veut pas dire que je souhaite revenir sur le modèle de cogestion. Pour moi, il est essentiel que la gouvernance de Grand Poitiers, son bureau communautaire, représente toutes les sensibilités politiques du territoire. Pour autant, il faut un alignement sur un certain nombre de principes, notamment de principes de fonctionnement, qui devraient être garantis, quelle que soit la configuration en 2026. Donc tout dépendra de vos partenaires. Voilà. Du local au national, il n'y a parfois qu'un pas. Avez-vous eu ou avez-vous encore la tentation de l'Assemblée nationale ? Pas du tout. Pour être honnête, aujourd'hui... Ce n'est pas une option du tout pour vous ? Non. Enfin, je ne veux jamais dire jamais, mais en tout cas, aujourd'hui, ma priorité, c'est l'action municipale. C'est vraiment ce que j'aime faire et c'est vraiment ce qui me semble le mieux allier la pensée politique à la mise en application au quotidien. Et donc, je suis passionnée par ce que je fais et pour l'instant, le mandat législatif ne m'intéresse pas. Luc ? Oui, alors toujours pour que nos téléspectateurs, qui ne sont pas tous poitevins, fassent mieux connaissance avec vous et avec ce qui vous anime, une question très simple. Est-ce que vous comprenez que hisser le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie de Poitiers, même si ce fut peu de temps, est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer la communauté juive ? Alors, il se trouve que j'ai eu des échanges avec la communauté juive avant cette décision qui n'était pas... Pardon ? Il y a des membres de la communauté juive qui s'en sont émus. Au niveau national peut-être, au niveau Poitevin, contact a été pris avec eux et alors je ne les ai pas associés à la décision, pour autant je les en ai informés. Et il me semble qu'il est indispensable de faire la part des choses dans le débat public entre
la reconnaissance de l'État palestinien et par ailleurs la question de la communauté juive et de l'antisémitisme en France, puisque des mairies ont fait le choix d'hisser les deux drapeaux, par exemple, à ce moment-là. Mais là, en l'occurrence, le choix de hisser ce drapeau venait célébrer la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, et donc venait célébrer en quelque sorte le geste du président de la République, pas autre chose. Et donc l'enjeu de ce jour-là, c'était la reconnaissance de l'État palestinien, pas autre chose. Et donc effectivement, c'est un débat qui anime éminemment notre société en ce moment, mais ce jour-là, c'était ça le sujet, et c'était particulièrement important de pouvoir affirmer, nous inscrire dans ce mouvement historique qui était demandé de longue date, et d'autant plus vu le contexte dans lequel il se tient de probable génocide à Gaza. Sur ce même sujet, la maire que vous êtes est-elle inquiète de l'attitude de la communauté juive qui a eu peur de divulguer à Poitiers l'adresse de sa nouvelle synagogue? Est-ce que cela vous préoccupe? Moi, je respecte leur... La priorité pour nous, c'était de trouver des locaux qui correspondent à leurs besoins, puisqu'effectivement, ils devaient déménager, et parmi leurs besoins, il y avait effectivement une forme de... pas de confidentialité, mais de fait d'avoir un lieu qui ne soit pas trop exposé pour permettre un sentiment de sécurité. Donc, j'ai pas commencé... Qu'ils aient cette contrainte qu'ils vivent cette contrainte de confidentialité, est-ce que cela vous gêne en tant que maire? Qu'une communauté se sente finalement menacée? C'est une autre question. C'est ma question. Oui, non, et pour ce qui concerne la question de leurs locaux, je respecte éminemment leur approche, et nous avons fait en sorte de trouver une solution qui corresponde à leurs attentes. Pour la question de est-ce qu'il est normal que la communauté juive ne se sente pas à l'aise en France aujourd'hui? Non. Évidemment, la question il y a une résurgence de l'antisémitisme qui est démontrée par les chiffres, qui est, à mon sens, qui peut être encouragée par un débat public mal cadré, notamment sur la question du conflit israélo-palestinien. Si on n'a pas un débat public qui fait la part des choses, ça peut contribuer à nourrir l'antisémitisme dont sont victimes nos concitoyennes et nos concitoyens de confession juive. Donc non, aucune religion ne devrait avoir à se cacher pour être librement pratiquée en France, et le fait que cette préoccupation-là existe particulièrement dans la communauté juive en ce moment me préoccupe et légitime toute notre mobilisation pour rappeler combien l'antisémitisme doit être combattu. Est-ce que la maire que vous êtes pourrait prendre des initiatives justement pour favoriser ce dialogue et désamorcer ces tensions? L'action d'une maire s'inscrit dans le principe de laïcité, où nous n'avons pas à intervenir directement dans les affaires des communautés religieuses. Pour autant, depuis le début de mon mandat, c'est vraiment important pour moi de maintenir un dialogue de confiance, et je dirais en toute simplicité, avec les différentes communautés religieuses, puisque j'ai aussi dans mes missions le fait d'avoir une forme d'apaisement dans la ville. Donc j'entretiens avec l'ensemble des communautés religieuses un dialogue respectueux, de confiance. Lorsqu'on a besoin de s'appeler, on s'appelle. Et puis je participe parfois à des cérémonies également pour montrer la considération de la ville de Poitiers à l'égard de ces différentes communautés. Et surtout, je suis à l'écoute pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes, ou pour réfléchir face à une situation donnée qui pourrait représenter une préoccupation ou une crise. Justement, quand vous évoquez cette résurgence antisémite, que vous parlez de débat public mal cadré, forcément, au niveau national, il y a un mouvement qui est pointé du doigt sur ce sujet-là, c'est la France Insoumise. C'est un mouvement avec lequel peut-être vous pourriez faire alliance dès le premier tour. Oui, non? Comment vous vous positionnez sur une alliance avec la France Insoumise? Alors, je trouve que... Oui, il faut aller vite. La transition n'est pas... Voilà. Enfin, vous pouvez estimer ce que vous voulez de la transition, mais ce qui vient d'être dit est vrai. C'est-à-dire que la France Insoumise, au niveau national, j'ai bien dit, au niveau national, ses propos, ces actions ont souvent été vues par la communauté juive au niveau national comme quelque chose qui renforçait l'antisémitisme, l'accentuait. Je ne suis pas à la France Insoumise et je ne C'est pour ça que je vous demande si vous êtes prêt à vous allier avec. Je ne suis pas à la France Insoumise et je ne partage absolument pas la manière dont ils polarisent le débat public et globalement leur manière de vivre la démocratie et de la porter, peut-être ce qui nous différencie le plus. Donc clairement, notamment la manière dont sont portées les positions de la France Insoumise sur cette question-là ne correspondent pas à mes pratiques. Pour autant, à Poitiers, je tiens le même discours que depuis que nous avons relancé notre campagne en janvier 2025, qui est que je souhaite que ce second mandat puisse correspondre à un élargissement le plus large possible, ouvert à l'ensemble de la gauche. Donc je considère que la gauche va de la France Insoumise jusqu'à Place Publique. Et je reste ouverte à travailler avec l'ensemble de ses composantes, à intégrer l'ensemble de ces composantes. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Pour le coup, je suis vraiment sur une logique de rassemblement le plus large possible dès le premier tour. Et je le rappelle à chaque fois que j'ai l'occasion à ces partenaires politiques, nous sommes un mouvement pour Poitiers
par Poitiers. Et l'une des conditions pour qu'on arrive à travailler ensemble pendant 5 ans, c'est que jamais je n'ai à répondre des positions de tel ou tel leader au niveau national. Nous sommes un mouvement local qui doit vivre de manière autonome. Voilà, pour Poitiers. Alors on a compris quels étaient les enjeux de vos positions politiques, mais que proposez-vous aux Poitevines et aux Poitevins? Quels défis allez-vous devoir relever? On va s'intéresser maintenant au programme. Premier défi est budgétaire. On se souvient que dès le gouvernement Barnier et encore aujourd'hui, des efforts sont demandés aux collectivités territoriales. Du temps du gouvernement Barnier, c'était 4 millions d'euros qui étaient réclamés à Poitiers. 5 millions d'euros. Pardon, je pensais que vous parliez au niveau national, excusez-moi. Est-ce que Poitiers dispose encore des marges de manœuvre budgétaires? Et puis, allez-vous devoir augmenter les impôts si vous êtes élu? Alors effectivement, je m'inscris dans ce que vous dites sur le fait que les efforts demandés aux collectivités et à Poitiers et Grand Poitiers en particulier sont absolument inédits dans l'histoire de notre collectivité. Alors, pour être précise, c'est 2,8 millions qui a été demandé à Grand Poitiers l'an dernier avec des efforts sur 4 ans, puisque ça repose sur notamment l'augmentation des cotisations sur la retraite, et 2 millions pour la ville de Poitiers. Donc effectivement, presque 5 millions de manière consolidée. Et cet effort, qui était déjà massif l'an dernier, on nous demande de refaire le même en pire, en tout cas pour ce qui se prévoit pour le budget, pour le PLF 2026. Donc pour l'année prochaine, Grand Poitiers, il est estimé que nous allons devoir faire des économies à hauteur de 5,3 millions d'euros et pour la ville de Poitiers à 1,8 million d'euros. Est-ce que vous avez les moyens de le faire? On va devoir les trouver. À ce stade, nous sommes encore en cours de réflexion sur comment est-ce qu'on va réussir à boucler le budget 2026. L'augmentation des impôts il n'est pas question d'augmenter les impôts pour 2026. Par contre, pour le mandat suivant, c'est une question clairement qui devra se poser et elle se posera à l'ensemble des candidats et des candidates pour l'élection municipale. Enfin, qui pourra demain dire qu'il ne recourra pas à l'augmentation de la fiscalité à Poitiers? Je le challengerai droit dans les yeux. Donc ça n'est évidemment pas la piste à privilégier. Depuis le début du mandat, nous activons 3 leviers. D'une part, les économies, faire des économies de fonctionnement sur la manière dont vit notre collectivité. D'autre part, diversifier nos sources de financement. Nous avons d'excellents résultats à cet égard. Et puis, en troisième lieu, et si nécessaire, recourir à la fiscalité, ce qui n'est pas un levier activé par Poitiers depuis le début du mandat, je le rappelle. Et qui ne le sera pas donc pour le prochain budget, mais la question est posée pour les élections et donc pour la campagne en fait, une campagne qui tournera autour de la fiscalité. On va s'intéresser à la sécurité. Les chiffres sont contrastés à Poitiers. Les chiffres du ministère de l'Intérieur le démontrent. Du côté des hausses, on a le trafic de stupéfiants à 24,36, l'usage corollaire donc des stupéfiants, les cambriolages de logements, 29,19, les violences sexuelles, plus 10,19. Mais du côté des baisses, les violences physiques sont en baisse, ainsi que les violences avec armes et les vols de voitures. Ça, c'était un rappel des principaux indicateurs pour l'année 2023-2024. Luc. Oui, alors au-delà de ces chiffres, Poitiers a été endeuillé il y a 1 an par la mort d'Anis, tué par balle dans le quartier des Couronneries. Ce jeune a été une victime collatérale du trafic de drogue. Qu'avez-vous fait ou que ferez-vous pour endiguer ce fléau? On a parfois quand même le sentiment que les mairies sont un peu démunies face à cet enjeu-là. Effectivement, nous allons bientôt marquer l'anniversaire des 1 an du décès du jeune Anis, qui est décédé dans le quartier des Couronneries, donc pour vos téléspectateurs, qui est le principal quartier politique de la ville de Poitiers. C'est un quartier qui avait déjà été durement touché en juin 2023, puis en juin 2024, par des violences urbaines qu'ont connues de nombreuses villes, inédites dans leur violence à Poitiers. Et par exemple, aux Couronneries, ces violences avaient conduit à détruire le commissariat. Et au moment du décès d'Anis, le commissariat n'était pas rouvert. Et donc la priorité sur laquelle nous avons travaillé avec le préfet à l'époque, c'était de tout faire pour que ce commissariat ouvre le plus rapidement possible. Maintenant, il est réouvert, c'est une bonne chose, puisque ça permet le retour d'équipes de la police nationale en proximité dans ce quartier, ce qui était un signal très attendu des habitantes et des habitants. Et sur le trafic de drogue? Sur le trafic de drogue, je rappelle que le cadre de la loi, la lutte contre le trafic de drogue s'inscrit dans le cadre des prérogatives de l'État, donc de la police nationale. Ce qui me concerne, moi, en tant que maire de Poitiers, c'est comment réduire autant que possible l'impact du trafic de drogue sur, notamment, l'espace public, la qualité de vie dans l'espace public, le sentiment de sécurité dans l'espace public, et donc de tout faire pour que ce trafic prenne le moins de place possible dans le quotidien des gens. Et donc la stratégie que nous portons à Poitiers, c'est de tout faire pour réoccuper les bas d'immeubles, en gros de ne laisser aucune place aux activités génératrices d'insécurité. Et donc pour les Poitevines et les Poitevins, ils auront vu que par exemple à la place des Templiers, qui est l'un des lieux les plus sensibles de Poitiers, il n'y a plus ou presque plus de locaux vacants en rez-de-chaussée. Sur la Grande Goule, nous avons fait le même effort. Nous faisons le même effort sur le réaménagement de la place de l'Horloge à Saint-Éloi, qui est l'un des principaux points de deal de Poitiers. Donc
on commence par jouer sur les leviers de l'aménagement urbain pour repousser le trafic hors des espaces publics qui pourrissent la vie des gens, quoi. Et la gare ? La question de la gare, c'est pareil, ça fait partie des... Enfin, c'est pareil, pas tout à fait. Disons que la gare, c'est un point chaud du deal à Poitiers. Il y a beaucoup de deals et ça encombre les usagers du quotidien, y compris les gens qui arrivent sur notre territoire. C'est plus que ça encombre, ça gêne durement. Et donc, sur le quartier de la gare, ça fait partie des quartiers sur lesquels on a lourdement agi cet été, en agissant sur plusieurs leviers. D'une part, on a installé des caméras, parce que tous les autres leviers semblaient avoir été... Enfin, en tout cas, cette solution méritait d'être tentée. On a installé des caméras, on a déplacé un abribus qui était un point de fixation pour les dealers, et puis on a aussi, ajusté le mobilier urbain. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une approche globale, penser l'espace public dans un quartier et mettre les différents moyens en face pour obtenir des résultats. Et sur le quartier de la gare, même les commerçants disent qu'ils sont contents de l'impact de l'action. On s'en est fait l'écho, effectivement, dans la Nouvelle République, mais on s'est fait aussi l'écho dans la Nouvelle République de récentes agressions, que ce soit du côté de la gare, que ce soit en centre-ville. Et est-ce que, ensuite, quand on voit dans votre programme que vous portez avec votre collectif, que vous évoquez une vie nocturne encouragée et sécurisée, est-ce qu'il n'y a pas un côté irréel? Est-ce que, justement, il n'y a pas un danger pour vous de paraître un peu déconnecté de ces réalités et de ces agressions qui ont eu lieu récemment? Vous voyez, comment concilier ces deux enjeux? C'est-à-dire, vous venez d'en parler, effectivement, de restaurer un sentiment de sécurité, mais vous évoquez aussi, il faut une vie nocturne. Et souvent, c'est... En fait, non seulement il faut une vie nocturne, mais il y a une vie nocturne à Poitiers. Poitiers, c'est la ville la plus étudiante de France. En habitant sur 3 étudiants... Vous parlez de droit à la fête. Oui, je l'assume, mais parce que pour Poitiers, c'est une ville qui ne décroche pas du podium des villes où il fait bon étudier. Et donc, qu'à Poitiers, le droit à la fête soit un engagement politique, ça correspond aussi à une manière de maintenir la vitalité de notre ville. Donc, la vie nocturne existe. Quand je dis qu'il faut l'encourager, c'est parce que voilà, ça fait partie des conditions de bien vivre pour les étudiantes et pour les étudiants, et aussi de conditions de vitalité économique d'un centre-ville où il y a beaucoup de restaurants, de bars, d'établissements de nuit. Donc moi, j'ai intérêt à ce qu'il reste en centre-ville. Par contre, il faut créer les conditions pour que cette vie nocturne, elle se passe en sécurité. Dans notre programme, on propose par exemple de travailler avec les établissements de nuit pour mettre en place une navette de la nuit pour que les déplacements se fassent de manière plus sécurisée. Lorsque nécessaire, dans les quartiers, à la gare, par exemple, il y a des boîtes de nuit aussi. C'est là qu'on a mis des caméras parce qu'il y avait eu des signalements de jeunes femmes, notamment, qui se sentaient en insécurité. Vous êtes convertie à la vidéosurveillance? Non, je ne suis pas convertie. Mon approche, elle est claire. C'est pas une baguette magique. Et c'est pas parce qu'il y a un problème qu'il faut automatiquement mettre une caméra. Ça ne réglera pas forcément ce problème. Par contre, dans le cadre d'une approche globale, où on joue en même temps sur l'aménagement urbain, sur les moyens humains aussi de terrain, ça reste la priorité, plus d'humains sur le terrain, les caméras peuvent être un complément intéressant à tester, à expérimenter. Vous pourriez en développer, du coup, de développer le nombre de caméras? Notre programme indique clairement que nous ne sommes pas fermés sur cette question. Par contre, que la démarche doit bien être cohérente. Le chiffre qu'on attendait? Je ne vous donnerai pas de chiffre aujourd'hui, ne serait-ce que parce que ça dépend des besoins qui montent du terrain. Et sur la police municipale, est-ce que il ne faut toujours pas l'armer, hein, vous restez fidèle à votre conviction sur le sujet? Ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème de recrutement? Parce que quand vous dites, pour encadrer ces fins de nuit festives, il y a besoin d'effectifs tout de même. Est-ce que ce n'est pas une réponse? Et est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas un enjeu de recrutement? C'est un argument avancé par un certain nombre de policières et de policiers de souhaiter l'armement pour favoriser notamment le recrutement, mais notre expérience démontre qu'il y a aussi d'autres leviers pour encourager un recrutement. Au début du mandat, en fait, on avait 30 postes ouverts dans notre police municipale, seulement 15 occupés. Aujourd'hui, on est à 30. Et pour la première fois depuis 5 ans, on a plus de candidats que de postes. Parce qu'on s'est rendu compte que la police municipale ne faisait pas l'objet d'un projet politique aujourd'hui, qu'il n'y avait pas de sens dans leur action et que par ailleurs, il n'y avait aucune progression de carrière possible pour eux. Donc on a complètement réorganisé notre police municipale en composant par exemple 3 brigades spécialisées, ce qui permet aux agents de donner du sens à leur mission, d'avoir une progression de carrière à travers une spécialisation, et nous, de composer une police municipale plus ajustée par rapport aux besoins du terrain. Donc la question du sens et de la qualité de l'équipement aussi donné aux policières et aux policiers fait partie des leviers d'attractivité pour nos équipes. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est au complet et j'en suis ravie. Et la brigade canine verra le jour à Poitiers? Alors ça, c'est une décision qu'on a votée en 2023. Donc clairement, on a du mal à recruter parce que le statut de ce type de métier aujourd'hui est, je dirais mal, est très compliqué dans son encadrement par la loi. Et donc, on n'a pas encore réussi à recruter un agent ou une agente qui serait déjà maître chien. Place de la voiture, transport en commun, vélo. Alain, on aborde avec vous les mobilités. Alors justement, les mobilités, on l'a vu tout à l'heure dans la séquence filmée, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le vélo à Poitiers. Beaucoup de choses ont été faites. Cette stratégie cyclable, vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez posé des bases, qu'il fallait continuer. Quelles sont les perspectives? Comment souhaitez-vous la prolonger si vous êtes réélu?
Une politique cyclable, ça se définit sur 3 piliers. D'une part, les aménagements, c'est ce qui se voit le plus dans l'espace public et c'est une condition si on veut favoriser le report modal, c'est-à-dire que les gens passent de la voiture ou plutôt de la voiture au vélo. C'est un axe. Donc les aménagements, d'une part, encourager l'usage du vélo, par exemple avec le développement de Cap sur le vélo campus qui a permis de donner un vélo gratuit pour les étudiants de Poitiers, ça c'est pour développer l'usage et puis développer la culture du vélo, donc les événementiels comme le Tour de France Femmes par exemple. Pour le prochain mandat, on va continuer à agir sur ces 3 leviers, mais en matière d'aménagement, qui est, je pense, peut-être ce qui intéresse le plus vos spectateurs, vos téléspectateurs. La priorité pour nous, ce sera de finaliser l'aménagement entre Poitiers et le Futuroscope, qui est bien avancé, mais qui ne sera probablement pas fini d'ici la fin du mandat, et puis d'avoir une vision de long terme. On s'engage à avoir un plan vélo sur 10 ans, qui permettra de poursuivre le réseau PIC-TAREF, donc le réseau express vélo de Poitiers, qui a été engagé avec l'axe du Pont-Neuf, et qui demain devra permettre d'avoir une liaison entre tous les points structurants de la ville avec des aménagements vélos sécurisés tels que ceux qu'on peut le voir au Pont-Neuf. La personne que vous avez interrogée a parlé de l'avenue du 8 mai. Clairement, vers Poitiers-Sud, c'est un axe qui aujourd'hui est imparfait, enfin plus qu'imparfait, qui est dangereux lorsqu'on est cycliste et qui devra probablement être réaménagé dans le cadre de ce grand plan vélo à 10 ans. On prendra le temps au début du mandat de concevoir ce plan vélo avec des spécialistes pour bien nous dire quels sont les axes à prioriser et quels sont les axes sur lesquels le report modal serait le plus facilité par des aménagements cyclables. Quelle place pour la voiture dans tout ça ? Alors, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent à Poitiers ou ailleurs, nous ne sommes pas contre la voiture par principe. Le principe sur lequel nous agissons, c'est chaque chose à sa place. Aujourd'hui, il faut que l'espace public L'espace public a été historiquement pensé pour la voiture, mais pas seulement à Poitiers, dans de très nombreuses villes en France. Aujourd'hui, nous souhaitons mieux partager l'espace public entre les différents types de mobilité, puis les différents types d'usages. On parlait de la vie conviviale tout à l'heure. À Poitiers, le nombre de terrasses a doublé depuis le début du mandat. Donc c'est un indicateur qui doit... Enfin, il faut laisser la place aussi à ce type d'activité. Donc chaque chose à sa place. Et donc notre approche, c'est de dire que les voitures ont plus la place dans des parkings dédiés plutôt que sur la voirie. C'est ce qui fait que, par exemple, sur le Pont-Neuf, nous avons créé un petit parking en face du confort moderne nouveau, une poche de stationnement. C'est ce qui fait que nous avons doublé, suite à la fermeture du parking Notre-Dame, nous avons doublé la capacité du parking du Palais de Justice, 90 places en plus, avec une navette gratuite qui amène les gens directement au centre-ville tous les jours. Donc voilà, c'est ça notre approche sur le stationnement qui continuera à être celle pour le prochain mandat. Dans le Pont-Neuf, ça fait toujours un peu débat. Ça fait toujours un peu débat, mais pour autant, les solutions sont là et le parking n'est jamais saturé. Est-ce que la suppression du tunnel de la gare est toujours d'actualité dans la perspective d'une seconde mandature ? C'est une orientation qui a été aujourd'hui plutôt favorisée, privilégiée par les élus de Grand Poitiers, puisque concrètement, demain, l'un des objectifs du réaménagement du quartier de la gare, c'est d'en faire un quartier à la pointe en termes de mobilité dans leur diversité. Et donc si on veut avoir de la place pour des couloirs, pour les voitures, pour les bus et pour les vélos, clairement, on a besoin de surface en voirie et le tunnel, aujourd'hui, prend la place dont nous aurions besoin pour cet aménagement qualitatif. Et donc, l'orientation retenue par les élus de Grand Poitiers aujourd'hui, c'est de ne plus avoir recours à ce tunnel. C'est une orientation qui mérite d'être confirmée au prochain mandat, puisque pour l'instant, aucun travail n'est engagé. On n'imagine pas que les élus de Grand Poitiers prennent une décision qui concerne Poitiers sans l'accord de Poitiers. Ah, mais les élus de Poitiers qui participent au comité de pilotage du projet Gare se sont inscrits dans cette optique, oui. Vous parliez d'intermodalité tout à l'heure. Est-ce que vous ne craignez pas que le fait que l'accès à la gare devienne un peu plus compliqué pour les véhicules motorisés pèse sur cette intermodalité ? Les gens qui empruntent le tunnel ne vont pas à la gare. C'est d'ailleurs ça le problème, c'est que le quartier de la gare aujourd'hui est un quartier de transit. Ceux qui vont à Toumaï. Toumaï qui est le lieu central pour les gens qui prennent le train. En tout cas, l'objectif global de ce projet, c'est de faire de la gare un quartier qui ne soit plus un quartier de transit, mais un quartier de destination. Et je ne partage pas votre avis selon lequel ce qui est prévu va complexifier la vie des automobilistes. Au contraire, l'idée, je le rappelle ou je le présente, c'est de faire une gare bicéphale qui soit réellement ouverte sur les deux côtés de la ville et notamment beaucoup plus adaptée pour les gens qui arrivent de Poitiers-Ouest. Aujourd'hui, c'est très peu adapté d'arriver de ce côté-là. Et donc, on doit faire tout le tour. On doit perdre un quart d'heure des fois pour arriver clairement devant la gare côté Toumaï. Demain, il y aura un grand parking en silo du côté Poitiers-Ouest, ce qui permettra à tous les gens qui arrivent de Poitiers-Ouest, mais aussi de Milly, etc., de se garer directement, d'aller directement à la gare sans avoir à faire le tour. Donc, l'objectif, c'est de concilier bien mieux qu'aujourd'hui les différents types de mobilité sans être contre la voiture. Ce n'était pas un point de vue, c'était une question. Et autre type de mobilité, les transports en commun. Certaines listes, ou presque listes concurrentes, difficile actuellement dans le contexte politique poitevin, évoque l'idée d'un bus gratuit. Quelle est votre position sur ce sujet ? Effectivement, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui, cette question de la gratuité des bus. La position de Poitiers Collectif, aujourd'hui, elle est de dire que la priorité va au renforcement de la qualité de l'offre
Et donc, nous avons besoin des recettes que représente la participation des usagers, qui, pour rappel, ne représente que 30% du budget de Vitalis. Donc, globalement... Vous dites que vous venez de dire que 30%. Ce que je veux dire, c'est que l'activité de Vitalis est massivement soutenue par l'argent public, et notamment la contribution de Grand Poitiers a augmenté de plus de 30%, je crois, depuis le début du mandat. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas pour la gratuité que la... Enfin, voilà. C'est que 30%, ça peut paraître justement beaucoup. Voilà, à compenser, c'est difficile à compenser. 30%, c'est très significatif. Et effectivement, si demain on veut que Poitiers arrive à passer un cap en matière de mobilité collective, nous avons à ce stade besoin de ces moyens pour développer le système de transport en commun. Par exemple, notre entrepôt de bus arrive à saturation. Demain, si on veut développer le nombre de bus, il faut un nouvel entrepôt pour pouvoir mettre plus de bus. Et donc ça génère des coûts qu'aujourd'hui, on ne pourra assurer que si le bus n'est pas gratuit. Ce que nous proposons dans notre programme, c'est d'étendre la gratuité à tout le week-end. Est-ce que ça semble bien tranché quand même là sur la gratuité. Vous avez commencé à en discuter dans le collectif. Non, c'est l'avis de Poitiers Collectif, mais puisque vous me posiez la question par rapport à d'autres organisations... Un reproche, mais je décrypte vos propos, ça semble très clair que la gratuité, c'est pas pour demain. C'est quand même une politique communautaire qui méritera, je pense, une consultation communautaire à un moment pour que ce soit les habitants de Grand Poitiers dans leur ensemble qui tranchent sur oui ou non, voulons-nous les transports gratuits. Allez, une dernière question. La mobilité, c'est du commerce, c'est de l'économie. Que répondez-vous aux commerçants qui disent que Poitiers, notamment son centre-ville, n'est pas assez accessible ? Je réponds que je préfère que nous portions un discours positif sur notre ville plutôt que de développer un discours de tout est compliqué. Je ne nie pas le fait que, notamment, la question de la fermeture du parking Notre-Dame a été un coup dur pour le centre-ville, mais qu'il n'y a pas de baguette magique en matière de stationnement et qu'aujourd'hui, je pense que la dynamique de notre centre-ville passe moins par les questions de stationnement que par les questions de capacité des commerces à proposer une offre attractive, capacité de Poitiers-le-Centre et de la ville de Poitiers pour travailler ensemble à des animations de qualité. Donc, et puis surtout, je rappelle que le seul moyen de venir en centre-ville n'est pas la voiture. Enfin, il y a le bus gratuit le samedi qui cartonne, par exemple, qui permet à plein de gens de venir en ville. Je le disais, on a développé une navette gratuite depuis le parking du Palais de Justice et depuis le PEX. Il y a de plus en plus de stationnement vélo en centre-ville. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus à dresser un signe égal entre voiture et accessibilité en centre-ville. Pour de nombreux usagers, pas tous, mais en tout cas pour de nombreux, il y a des alternatives qui existent et qui sont pratiques. Allez, on poursuit dans le cadre de vie. Le cadre de vie, c'est notamment la propreté. La gestion des déchets, des poubelles surtout, a fait l'objet de beaucoup de critiques. Est-ce que la future municipalité devra améliorer le service ? Oui, ça fait partie non seulement la future municipalité, mais y compris la municipalité actuelle. Nous sommes encore aux manettes pendant 5 mois. Ça fait partie des priorités de la fin du mandat. Comment faire ? Et nous avons recruté en juin dernier une brigade verte, c'est-à-dire 3 agents qui concrètement sont sur le terrain pour aller faire de la prévention, de la médiation, mais aussi de la sanction si nécessaire, puisque après avoir ajusté les horaires de collecte, après avoir renforcé la communication, après avoir développé des nouvelles bornes dans l'espace public, au bout d'un moment, il faut réussir à ce que les citoyens se conforment aux règles de bien vivre en collectif. Et donc cette brigade verte est déjà très active, a déjà produit quelques premiers résultats. Et j'espère que dans les mois à venir, leur présence va permettre de renforcer cette culture du respect des règles collectives en ce qui concerne les déchets. On a développé aussi avec Territoire Zéro Chômeur de longue durée la mobilisation de ce qu'on appelle les arpenteurs, c'est-à-dire des personnes en retour à l'emploi qui vont se mobiliser pour la propreté dans les quartiers. Donc ça, c'est des choses qui ont été lancées l'an dernier, donc dont les effets doivent encore être pleinement mesurés, mais je suis confiante sur le fait qu'on arrivera à du mieux dans les mois à venir. Le nombre de collectes avait baissé dans certains endroits. Faut-il l'augmenter ? Faut-il revenir à une... Notre programme propose une collecte en plus en centre-ville. Une autre question, Alain ? Oui, parlons des forêts urbaines. C'est une autre signature de votre mandature. Est-ce que ça marche ? Ah oui, la politique de végétalisation, non seulement on en est très fiers, mais si on regarde les points qui sont le plus perçus positivement par les habitantes et les habitants, je me réfère par exemple à une enquête qui avait été faite par l'IFOP l'an dernier à Poitiers, ça fait partie des points qui sont perçus comme positifs par les habitantes et les habitants. On a planté plus de 40 000 arbres depuis le début du mandat. Des opérations telles que Faites de votre rue un jardin qui proposent aux gens de végétaliser leurs façades sont un vrai succès et ont permis d'avoir des rues magnifiques aujourd'hui comme la rue de la Cathédrale, la rue Cornet. C'est des rues qui revivent grâce à la végétalisation notamment. Et puis d'autres opérations comme Une naissance un arbre connaissent aussi aujourd'hui un vrai succès. Et puis il y a aussi, donc il y avait la politique municipale volontariste en la matière. On a aussi été à l'écoute de tous les projets citoyens qui pouvaient émerger. Je pense à la forêt urbaine des Dunes par exemple, qui était un projet porté par les habitantes et les habitants du quartier du Pont-Neuf, qui a été faite avec eux et qui aujourd'hui contribue à verdir un quartier qui en avait besoin. Poitiers-Ouest, c'est plus difficile.
Mais il y a une petite forêt urbaine aussi à côté de la Blaiserie, donc qui a été aussi faite avec la maison de quartier. Donc c'est forcément un petit peu du sur-mesure et du dentelle. Et la ville de Poitiers doit-elle être une ville plus attractive? Luc, c'est à vous. Oui, en 2020, le sujet de l'attractivité n'était pas forcément une priorité de votre programme. Qu'en sera-t-il en 2026? Aujourd'hui, vos adversaires putatifs veulent renforcer, disent-ils, cette attractivité pour attirer davantage. Et vous évoquez dans votre programme une ville qui rayonne. Est-ce que Poitiers se suffit à elle-même? Il n'y a pas d'enjeu là-dessus? Non, je n'ai rien contre le terme d'attractivité. Simplement, considérer qu'une politique économique s'est réduite à l'attractivité, c'est considérer que nous devons juste tout faire pour capter sans se poser la question de quelles sont nos ressources locales et quels sont les besoins des acteurs économiques de notre territoire. Donc quand nous disons qu'il faut... Notre ambition économique, c'est de produire de la valeur ici, à partir des besoins et à partir des atouts de nos acteurs économiques locaux, pour ensuite avoir un territoire qui rayonne. Et donc, évidemment, le développement économique de notre territoire reste une priorité. Je rappelle quand même que depuis avant le mandat et maintenant, les indicateurs sont plutôt positifs, les tendances sont plutôt positives. Le taux de chômage est plus bas aujourd'hui qu'il ne l'était en 2019. Il reste important. Il reste, parce que ça, derrière l'attractivité, on a des chiffres, les chiffres INSEE, 32,2% de la population active aux 3 cités, 28,8% aux couronneries, 31,6% à Bel-Air. Il est très contrasté, surtout, ce taux de chômage. Et donc, si on parle de politique de l'emploi, il y a 2 besoins prioritaires aujourd'hui. Vous mentionnez les quartiers prioritaires. Le taux de chômage dans les QPV est 4 fois supérieur au taux de chômage dans le reste de la ville. C'était déjà notre priorité pour ce mandat. J'ai mentionné territoire zéro chômeur de longue durée. On a pu créer plus de 130 retours à l'emploi effectif pour des personnes issues des quartiers. Et dans notre programme, nous proposons d'aller encore plus loin avec deux propositions que je peux citer. D'une part, réussir à implanter des centres d'appel en quartier. Ils sont aujourd'hui localisés au Futuroscope. Ils ont des besoins de recrutement. La mobilité est un frein. Plutôt que en complément de penser sur comment notamment les jeunes, peuvent aller sur le Futuroscope, pensons aussi comment est-ce qu'on peut faire venir les emplois en proximité du lieu de vie des gens dans les quartiers prioritaires. Deuxième proposition, il y a beaucoup de femmes dans les quartiers, en tout cas c'est ce que j'ai entendu en allant faire des rencontres dans les quartiers qui ont des compétences en matière de cuisine. Nous proposons de créer un laboratoire de cuisine professionnelle qui permettrait de faire passer une pratique informelle à une pratique professionnelle reconnue qui permettrait une insertion économique de ces femmes dans les quartiers. Donc, il faut s'attaquer aux besoins là où ils sont réellement. En matière de chômage, c'est les quartiers la priorité. Et je dirais à l'autre côté du spectre, ce que j'entends du côté des acteurs économiques type TPE, PME, mais aussi grandes institutions du territoire, c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter. Ils n'arrivent pas à recruter des cadres, notamment des emplois qualifiés. Et là, comment est-ce qu'on répond à ça? C'est par, d'une part, une image du territoire qui est améliorée, d'où le territoire qui rayonne, et par ailleurs, aux enjeux de mobilité du quotidien, et notamment entre les 2 grands pôles que sont le centre-ville de Poitiers et le Futuroscope. C'est une proposition importante de notre programme, arriver à créer une solution de mobilité complémentaire à l'existant, efficace, qui permettrait de relier de manière répondant aux besoins des professionnels, en fait, nos 2 pôles. Justement, parlons-en. La zone du Futuroscope, c'est en gros 10 000 personnes, 7 000 emplois, 3 000 étudiants tous les jours. Les pistes, c'est quoi? Les TER, c'est la région. Du côté de la ville, il y a les pistes cyclables, mais tout le monde ne fera pas du vélo. 10 000 personnes, ça ferait du monde. Les pistes, c'est quoi? Alors d'abord, il y a 3 publics auxquels répond ce besoin, si je peux me permettre. D'abord, il y a je dirais les gens qui travaillent, qui font le pendulaire, enfin qui font la navette au quotidien entre Poitiers et le Futuroscope. Il y a la question des touristes qui viennent au Futuroscope et dont on souhaite qu'ils puissent prolonger leur durée de séjour et donc venir plus souvent à Poitiers. Et puis, il y a un public particulier qui est le public qu'on vise à travers le tourisme d'affaires, c'est-à-dire des personnes qui viennent organiser des événements Futuroscope, qui demain auront vocation, en tout cas on l'espère, à venir profiter d'une soirée au Palais, par exemple. Et donc, la future solution de mobilité, elle doit répondre aux enjeux de tous ces publics-là. Il faut innover, en fait. Aujourd'hui, la solution n'existe pas. Et donc, il faut qu'on travaille avec le Futuroscope, qui doit être partie prenante de ce projet futur de mobilité, pour, pourquoi pas, une navette pour une navette, mais donc soit sur les rails, soit sur la route. Tout ça a été inventé, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui ont développé des solutions innovantes qui n'existent pas à Poitiers et sur lesquelles on devra réfléchir. Vous avez des exemples? Pardon? Des exemples à suivre? Il me semble que c'est Bayonne qui a un trambus, par exemple, qui pourrait faire partie des solutions, pas forcément sur cet axe, mais à Poitiers de manière générale. On est une ville de taille limite pour avoir des solutions de mobilité type tram. Pour autant, je suis déterminée à ce qu'on étudie toutes les possibilités, y compris les plus ambitieuses, pour notre territoire à l'avenir. Vous avez évoqué le Futuroscope. Vous parlez avec le Futuroscope? Il y a une distance historique entre la ville de Poitiers et le Futuroscope, mais je suis convaincue qu'on peut la dépasser.
Et le dialogue existe aujourd'hui avec le Futuroscope, et notamment sur les 2 points que j'évoque, enfin de 2 points que j'ai évoqués, la question de la mobilité et la question du tourisme. C'est 2 points sur lesquels demain, je souhaite, et je crois que le Futuroscope y est plutôt ouvert, à ce que nous travaillions en étroite coopération avec le Futuroscope pour avoir vraiment un pôle Poitiers-Futuroscope qui travaille ensemble au service notamment de la dynamique économique et du tourisme sur notre territoire. Allez, le temps avance. Une dernière question, peut-être Alain, autour d'un autre défi, celui des équipements pour Poitiers. Notamment, on parle des équipements notamment sportifs. Oui, on a parlé récemment dans les colonnes de la Nouvelle République et de Centre Presse du patrimoine de Poitiers qui coûte cher et qui nécessite de gros investissements. Il y a aussi les équipements sportifs. Les équipements sportifs, c'est une piscine de loisirs dans laquelle il faut investir des millions, et beaucoup plus que prévu. C'est un stade avec une tribune qui est toujours condamnée parce que dangereuse. C'est une salle de volley qui n'est pas aux normes européennes et qui mériterait des aménagements, bien qu'elle reste quand même totalement identitaire pour le public du volley. Ce sera un des enjeux de la prochaine mandature. Absolument. Et Grand Poitiers a conduit comme Poitiers un schéma directeur immobilier qui a démontré que pour ne serait-ce que pour maintenir à flot notre patrimoine, il faudrait faire x6 par rapport aux gros entretiens que nous consacrons aujourd'hui, au budget de gros entretiens que nous consacrons à notre patrimoine. Donc l'enjeu est immense. Et Grand Poitiers du fait de la fusion aussi, un patrimoine sportif qui est pléthorique par rapport à d'autres collectivités de la même taille. Il y a une priorité il faut maintenir et entretenir notre patrimoine sportif. Un certain nombre d'engagements ont déjà été pris, que je rappelle, rénover la piscine de Bellejoine, rénover la piscine de la Blaiserie, et dans notre programme, nous portons fortement la nécessité de rénover la salle Lawson Body, qui est symbolique pour le volley à Poitiers et qui contribue au rayonnement de notre ville sur le plan sportif. Ce seront 3 priorités. Oui, alors les 2 premières sont déjà engagées. La salle Lawson Body, il faut passer le cap de l'engager concrètement. Mais en tout cas, c'est un engagement que je m'engage à le défendre. Il faut par contre ouvrir notre regard sur la manière d'atteindre nos objectifs. Et de même que nous avons développé une politique de mécénat pour le patrimoine historique, je suis convaincue que nous devons travailler avec les acteurs économiques du territoire, et le souhaitent d'ailleurs, sur la question des équipements, de nos équipements sportifs, la question de la tribune Michel Amand aujourd'hui, est-ce qu'elle a vocation à rester une tribune demain ou pas, ou est-ce qu'elle pourrait constituer un objet intéressant de partenariat public-privé au sein d'un équipement sportif. Je suis très ouverte à ça. On pense au parc des expositions. Aujourd'hui, demain, le Grand Poitiers n'aura pas les moyens de le rénover seul. Donc comment est-ce qu'on travaille avec les acteurs du territoire, ensemble, pour faire en sorte que ces équipements soient des atouts et non plus des poids dans le patrimoine de Grand Poitiers. Vous comptez au public privé. Alain, c'est terminé. On arrive au terme de cette émission. Vous allez pouvoir conclure, Léonore Monconduit, le temps de lancer le chronomètre dans 1 ou 2 secondes. Vous allez pouvoir regarder cette caméra qui se situe à ma gauche et dire à tous ceux qui nous regardent pourquoi voter pour vous. Donc en mars 2026, le chronomètre va s'afficher. Après ces 5 années de mandat, je mesure avec fierté le chemin parcouru. Merci aux habitantes et aux habitants, aux associations, aux entreprises, aux institutions. Votre confiance nous a permis d'impulser des transitions essentielles pour notre territoire. Ensemble, nous avons construit des coopérations solides, parfois inattendues, pour permettre de faire avancer des projets essentiels. Nous avons enfin réussi à lancer le grand campus santé avec la région, le CHU, l'université. Je pense aussi à la maison de santé des Couronneries avec l'État. Nous avons porté une mobilisation unique en France autour de Notre-Dame. J'ai aussi entendu ce qui devait encore progresser ou ce qui pouvait freiner. Certaines distances sont historiques, on en a parlé, mais je suis convaincue qu'on peut les dépasser. C'est en tout cas mon ambition, notre ambition pour Poitiers. Faire ensemble, de manière la plus large et ouverte possible, pour reconstruire la confiance démocratique, pour amplifier la transition écologique, pour réduire les inégalités sociales et pour faire rayonner notre territoire. Nous ne portons pas une ambition isolée, qui écraserait les autres, qui écraserait les territoires voisins, qui écraserait les partenaires. Nous portons une ambition qui nous élève, fédératrice, et je dois conclure. Eh oui, vous avez vu que le chrono est arrivé au bout. Pour que Poitiers soit une ville fière, souveraine et prête pour l'avenir. La fierté, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est vraiment ce qui nous anime. Et voilà, ce message de fierté que je veux porter, que je porte aujourd'hui, que je veux que nous portions ensemble en 2026 pour Poitiers. Merci Léonore Monconduit, vous êtes prêtée au jeu de l'interview politique. Merci messieurs pour votre participation. Cette émission est à voir et à revoir sur Val de Loire TV, sur le site de valdeloire.tv et bien sûr sur le site de la Nouvelle République. Vous pourrez lire le compte-rendu de cette émission dès demain dans votre journal favori. Notre prochaine émission aura lieu le 4 novembre prochain avec Marc Gricourt, maire PS de Blois. Très vite donc pour un prochain numéro d'En Campagne.